Monsieur Roulier, vous avez la parole. Oui, Madame la maire, juste avant que je commence mon intervention politique générale, je me permettrai de répondre très rapidement à Monsieur Compagnon à sa déclaration de campagne. Le premier, c'est assez amusant de revendiquer votre propre union tout en dénonçant le nôtre, mais c'est un peu rejouer le sketch éculé du bon et du mauvais chasseur. Le deuxième, nous inventer des incohérences imaginaires quand tout le monde a pu voir sur le conseil municipal de la dernière fois, votre groupe a eu besoin, je vous rappelle, groupe de 5 élus, de pas moins de 2 interventions pour expliquer votre choix de vote et 3 votes différents sur 3 possibilités. Donc je pense que vous êtes gentil, mais vous êtes mal placé pour nous donner des leçons de cohérence. Pour le reste, mon texte répondra à un certain nombre de points que vous avez pu évoquer. Nous arrivons donc au terme de 8 années d'une présidence qui aura profondément redessiné le paysage politique, social et démocratique de notre pays. Et alors que beaucoup évoquent le crépuscule d'une fin de règne, regardons lucidement ce qu'ont produit les choix successifs du président Macron. Une brutalisation générale du débat public, un affaiblissement de la démocratie et des contre-pouvoirs, des associations mises sous pression, des libertés publiques resserrées, des médias concentrés dans les mains de quelques groupes sans réelle régulation, et enfin, une montée en puissance de l'extrême droite ainsi que de ses idées, non pas malgré la Macronie, mais bien à cause d'elle. Depuis 2017, les trop nombreux gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron ont fait le choix d'inscrire dans la loi ordinaire des mesures d'exception, d'empiler les lois sécuritaires, de durcir les doctrines policières, de banaliser la suspicion envers des millions de citoyennes et de citoyens. La loi dite séparatisme a traité des acteurs associatifs, éducatifs ou religieux comme des menaces potentielles. La loi immigration, nous entendons les échos de ceux qui s'y opposent à l'extérieur de notre enceinte, a été adoptée avec les voix de la droite et de l'extrême droite, entérinant un basculement idéologique que beaucoup jugeaient impensable quelques années plus tôt. Tout cela a nourri l'idée que la cohésion nationale pouvait se construire contre une partie de la population. C'est une faute politique majeure. Cette dérive sécuritaire s'est doublée d'une violence sociale assumée. Près de 9,8 millions de personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, dont le taux a dépassé les 15%. Ce sont près de 650 000 personnes de plus qui ont basculé sous le seuil de pauvreté en un an, tandis que les 20% les plus riches gagnent 4,5 fois plus que les 20% les plus pauvres. Ce ne sont malheureusement pas de simples statistiques, mais des conséquences directes de décisions politiques. Réduction des APL, réforme de l'assurance chômage qui en réduit les droits, affaiblissement du droit du travail, réforme des retraites, plan d'économie imposé aux collectivités qui portent pourtant l'essentiel des solidarités. Pas un jour ne se passe sans l'annonce d'une association en danger, d'un acteur de l'éducation populaire qui licencie, d'un centre social menacé de fermeture, d'un droit retiré aux plus fragiles. Et cette brutalisation, elle ne vient pas seulement des mesures adoptées, elle est d'abord passée par les mots. Car ce sont bien des ministres de la Macronie qui ont imposé en France le vocabulaire du wokisme ou de l'islamo-gauchisme selon un registre directement inspiré des stratégies politiques de Trump. Ce sont eux qui ont stigmatisé les acteurs éducatifs, associatifs ou universitaires, qui ont criminalisé les luttes pour la protection de l'environnement et militarisé des opérations comme à Sainte-Soline, dont les vidéos font froid dans le dos. En reprenant les mots de l'extrême droite, le pouvoir en a légitimé les idées. En gouvernant avec elles, il l'a installé. En ignorant les fractures sociales, il les a aggravées. Dans le même temps, le pouvoir n'a cessé d'annoncer des grandes causes qui, dans les faits, se sont souvent traduites par de grands échecs, voire de vrais reculs. Les violences sexistes et sexuelles persistent et le nombre de féminicides continue à être en hausse en 2024. Le mal-logement demeure massif, avec 4 millions de personnes mal logées et environ 300 000 personnes sans domicile. Les mesures et aides en faveur du climat et de la biodiversité n'auront cessé d'être ces derniers mois détricotées quand le candidat Macron déclarait pourtant en 2022 que son mandat serait écologique ou ne serait pas. La santé mentale a été déclarée cette année priorité nationale, alors même que les services de psychiatrie alertent sur la fermeture de lits, la pénurie de professionnels et la saturation croissante de prise en charge. À force d'annoncer sans garantir les moyens, ces effets de manche ont un effet dévastateur. Ils contribuent à la perte de valeur de la parole publique. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement déclare une grande cause que la situation progresse quand aucun moyen réel n'y est consacré. Un discours ne peut se contenter d'être performatif. Enfin, lorsqu'après 8 ans, la principale proposition adressée à la jeunesse est un SNU réorienté vers un service militaire, tandis que les aides au logement ont baissé, les missions locales sont contraintes par des baisses de budget, pour ne citer que ces 2 exemples, cela dit beaucoup sur l'ambiguïté du pouvoir, de son renoncement à une véritable éthique de responsabilité et à sa défiance face à la jeunesse. C'est ici que la question locale prend tout son sens. Car à Rennes, certains continuent de se revendiquer de ce bloc central d'un projet national qui a affaibli l'écologie, dégradé le dialogue social, malmené les associations et méprisé les collectivités.
On ne peut pas d'un côté applaudir un pouvoir qui a fracturé la société, puis de l'autre prétendre incarner une alternative municipale crédible. Notre ville ne sera pas la déclinaison locale d'un désastre national. Je vous remercie.